Aujourd'hui, on va parler de David Lynch. Il est toujours difficile de parler d'un artiste qui n'est plus, non pas par manque de mots, mais parce que certains noms semblent plus vastes que le langage lui-même. Le 16 janvier dernier, Lynch est parti voir ce qu'il y avait derrière les rideaux rouges. Pourtant, même en son absence, ses films, ses images, ses sons vibrent encore. Aujourd'hui encore plus que jamais, à l'heure où la réalité devient de plus en plus irréelle. Lynch n'était pas seulement un réalisateur, c'était un cartographe de l'invisible, traçant les contours flous entre le réel et l'imaginaire, entre nos peurs et nos désirs. Un homme qui nous invitait à ne pas fuir nos peurs mais à les habiter, à les regarder en face, même lorsqu'elles nous terrifiaient. Il nous invitait à aller creuser la terre pour aller voir par nous-mêmes si le réel était aussi réel qu'il en avait l'air. La première fois qu'on regarde un film de Lynch, on est pris au dépourvu, parce que son cinéma ne fonctionne pas comme on l'attend. Ce n'est pas une ligne droite, c'est une spirale, une descente, c'est une boucle parfois. On l'aime parce qu'il a déconstruit les dogmes traditionnels de la narration, de A à Z, et qu'il nous a permis d'entrevoir les histoires autrement de celles qu'on pense vivre au quotidien de façon linéaire. Prenez Eraserhead, finalement, sorti en 77, son tout premier long métrage. C'est un cauchemar industriel en noir et blanc, oppressant, étrange, l'un de ses plus terrifiants on peut dire. Henry, le personnage principal, erre dans un monde désolé, où la seule chose plus terrifiante que son environnement, c'est peut-être lui-même. Mais Eraserhead n'est pas juste un film bizarre, comme le prétendaient de nombreuses critiques à l'époque de sa sortie. Il use de l'étrange pour parler de nos angoisses les plus profondes et dérangées. C'est une plongée dans la peur de devenir parent, dans le sentiment de ne pas être à la hauteur, dans cette peur viscérale que quelque chose d'irréparable en nous prenne le dessus. Puis vient The Elephant Man, le classique, celui qu'on connaît tous. On est tous rentrés dans l'œuvre de Lynch par celui-ci, je pense. Un film qui, à première vue, semble à l'opposé total de Eraserhead. On quitte l'expérimentation pour une histoire plus classique, inspirée de faits réels. Il y raconte l'histoire de John Merrick, un homme défiguré traité comme un monstre dans l'Angleterre victorienne. Avec son noir et blanc sublime et son regard infiniment tendre, Lynch touche à ce qu'il y a de plus humain, la dignité qu'on refuse souvent à ceux qui nous dérangent. En 1986, il réalise Blue Velvet, et c'est là qu'il devient véritablement David Lynch. Ce film, c'est une Amérique qu'on croit connaître, mais qui bascule lentement vers la folie. Tout commence par une oreille humaine retrouvée dans un champ. C'est ça Blue Velvet. La collision entre le quotidien et l'inconnu. Et c'est là que Lynch excelle. Parce que derrière cette intrigue policière, il nous parle de la peur de grandir, de l'éveil sexuel, des démons enfouis sous les pelouses parfaites de la banlieue américaine. Et impossible de ne pas citer Lost Highway, sans doute l'un des films les plus insaisissables du Lynch. C'est un film puzzle, un cauchemar sous forme de spirale, certainement une œuvre que n'aurait pas renié Hitchcock. Tout commence avec Fred Madison, un saxophoniste qui reçoit des cassettes vidéo VHS anonymes montrant l'intérieur de sa maison, et finit par s'accuser d'un meurtre qu'il n'a peut-être pas commis. Mais très vite, le film dérape. Les identités se brouillent. Fred devient quelqu'un d'autre, et la route qui semblait mener à des réponses ne fait que s'étirer vers des zones encore plus obscures. Avec Lost Highway, Lynch explore l'idée même de fuite, fuir ses actes, fuir son passé, fuir ce qu'on est, sa propre identité. Mais la route, comme souvent par chez lui, finit toujours par boucler. Visuellement et soniquement, c'est une œuvre qui happe, un univers nocturne, saturé de noir, où les néons coupent l'obscurité comme des lames. Et cette bande-son, Nine Inch Nails, David Bowie, envoûte autant qu'elle dérange. Et j'ai pas peur de dire qu'on tient là certainement l'une des plus belles scènes d'introduction de toute l'histoire du cinéma. Et puis, bien sûr, il y a Mulholland Drive. Film de tous les superlatifs, petit chouchou des cinéphiles et des plus néophytes. On pourrait dire que c'est une réflexion sur Hollywood, sur les rêves qu'il promet, sur les illusions qu'il détruit. Mais Mulholland Drive, c'est avant tout l'expérience d'une dissolution. Chaque scène semble glisser entre nos doigts, une romance, un thriller, un cauchemar éveillé, on ne sait jamais ce qu'on regarde vraiment. C'est un film qui hante, frustre, habite au-delà de toute autre considération, parce qu'il refuse de nous donner les réponses que l'on attend. Des centaines de visionnages ne sauraient suffire pour trouver un véritable sens à Mulholland, et Lynch savait que le mystère a parfois besoin d'être plus puissant qu'une réponse. Le sens ne fait office ici que de prétexte à notre esprit pour tâcher de comprendre le pourquoi du comment, mais il faut savoir lâcher prise, et Lynch nous l'a appris mieux que personne. Mais Lynch, ce n'était pas seulement du cinéma, c'était un artiste total, protéiforme, un créateur qui ne s'arrêtait jamais. La peinture a été son premier langage. Avant de filmer des rêves, il les couchait sur toile. Des formes distordues, des couleurs sombres et viscérales qui nous rappelleraient un certain Francis Bacon, des scènes presque primitives mais incroyablement puissantes. Ces tableaux, tout comme ces films, racontent l'étrangeté de l'existence, la tension entre le beau et le dérangement. Il y avait la musique aussi, évidemment. Lynch composait, expérimentait, il jouait. Son album Crazy Clown Time est une plongée dans des sonorités hypnotiques, presque hallucinatoires, un écho direct à son univers cinématographique.
Dans 2 albums, dont son dernier sorti en août dernier qu'il faut absolument découvrir, il avait trouvé Christabel comme muse pour accompagner ses pistes oniriques. Et que dire de ses collaborations avec Angelo Badalamenti. Leur duo a donné naissance à des bandes originales devenues légendaires, comme celle de Twin Peaks, où chaque note semble flotter entre mélancolie et mystère. Et enfin la photographie. Lynch photographiait des usines abandonnées, les textures rugueuses des murs, les ombres dansantes, une fascination pour les lieux désertés, où chaque détail raconte une histoire plus qu'une vie humaine encore. Lynch ne voyait pas de frontières entre ces disciplines. Pour lui, tout était lié. Tout était une manière d'explorer la matière brute des émotions humaines, de traduire l'invisible. Et c'est peut-être ça son plus grand talent, transformer n'importe quel médium en un portail vers un autre monde. D'une certaine manière, on peut dire que David Lynch explorait toujours les mêmes territoires, mais il le faisait avec une infinité de variations. D'abord, il y avait cette fascination pour les dualités. Chez Lynch, tout est double. Lui-même l'était certainement. La lumière et l'ombre, l'innocence et la corruption, l'amour et la peur. Il ne cherchait pas à opposer ces formes, mais à montrer qu'elles cohabitent et s'entrelacent sans cesse. Dans Blue Velvet, les rideaux rouges d'un cabaret cachent des secrets inavouables. Dans Twin Peaks, la petite ville parfaite est rongée par un mal indicible. Il y avait le rêve aussi, leitmotiv primordial de toutes ses œuvres. Ces films ne sont pas faits pour être compris, mais pour être ressentis. Comme les rêves. Les personnages traversent les réalités qui s'effondrent sans explication. Lost Highway et Inland Empire en sont les exemples les plus radicaux. Chez Lynch, les rêves ne sont pas des refuges, ils sont les manifestations sensorielles de notre impossibilité à appréhender les frontières de notre identité et de nos réalités. Et il y avait la question du mal, le mal profond, incompréhensible et omniprésent, presque cosmique, inhérent à notre condition humaine. Le mal chez Lynch n'a pas toujours de visage, mais il est là, toujours tapis, comme une force qui traverse ses récits. Et on l'a à peine évoqué, mais il est peut-être le moment d'en parler. Il y a eu Twin Peaks, la grande œuvre, l'œuvre monde, la totale, celle que tout réalisateur ou cinéaste aurait rêvé de créer un jour. Quand cette série débarque en 90, c'est un choc pour tout le monde, pour n'importe qui, pour n'importe quel spectateur retrouvé devant sa petite télévision. Elle commence comme une enquête classique. Qui a tué Laura Palmer? Mais très vite, Lynch emmène les spectateurs ailleurs. Laura Palmer n'est pas juste une victime, elle est le centre d'un mystère bien plus vaste, un mystère qui touche à nos peurs les plus anciennes. Avec Twin Peaks, Lynch ne s'est pas contenté de réinventer la télévision. Il a montré qu'une série pouvait être une œuvre d'art autant qu'un terrain d'expérimentation visuelle et narratif. Et même aujourd'hui, les séries les plus ambitieuses comme True Detective, The Leftovers, The Sopranos, portent encore son empreinte. Quand on vous dit qu'il est le réalisateur préféré de votre réalisateur préféré, il y a sans aucun doute une petite part de vrai. On aime tous inconsciemment du Lynch, tellement son empreinte apparaît dans toutes les strates de l'art d'aujourd'hui. C'est comme si le réel était un peu devenu Lynch lui-même. Et c'est un drôle de paradoxe quand on y pense, tant ces films traitent d'une incursion de l'étrange dans nos réalités morcelées. Aujourd'hui, David Lynch n'est plus, mais son mystère, lui, reste entier. J'ignore si on peut le dire ainsi, mais je pense que nous sommes nombreux à avoir été sensibles à son œuvre et à sa vision du monde, où on peut enfin accepter de ne pas toujours trouver du sens. Qu'il n'y ait de sens que là aussi où nous souhaitons seulement en trouver. Et c'est peut-être ça la plus grande leçon de son œuvre. Accepter l'inexplicable. Nous vivons dans un monde qui cherche toujours à tout expliquer, à tout rationaliser. Chaque matin on se lève en essayant de trouver du sens quelque part. Lynch, lui, nous disait qu'il faut parfois accepter tout simplement l'étrange et l'inexplicable. Laisser le mystère nous emporter, sans chercher à le résoudre. Mais il y a certainement quelque chose de plus rassurant dans le fait de vivre dans une énigme que d'exister dans une réponse. Alors merci, monsieur Lynch, pour avoir éclairé les ténèbres, pour nous avoir montré que la beauté existe dans l'étrange, dans l'inconnu, plus encore que dans le réel. Le mystère est toujours là, quelque part, et que Lynch l'ait emporté avec lui ou laissé avec nous, il est certain qu'il se cache bien quelque chose derrière les rideaux rouges. On peut comprendre, là où il est, qu'il a le droit d'en garder le secret. Silencio.